Les sanctions européennes devaient mettre la Russie à genoux. Eh bien, c'est l'Europe qui est à genoux. Le vert, la croissance verte, ça devait exister, ça devait nous apporter de la prospérité. Eh bien, l'Allemagne, qui est à fond dans le vert, est en train de complètement s'effondrer. Et elle entraîne l'ensemble de la zone euro dans la récession. Christine Lagarde, il y a encore quelques jours, ne voyait pas de récession en Europe. Eh bien, ça y est, la zone euro est en récession. Et la France, elle, s'en tire à peine mieux que l'Allemagne. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je fais des nouvelles vidéos. Et donc, on va voir tout de suite cet article qui nous montre que, ça y est, l'Europe est entrée en récession et qui nous montre aussi la particularité de l'Allemagne et à quel point elle bénéficie de cette croissance verte magnifique. Commençons par la zone euro. Après une révision statistique, l'économie de la zone euro s'est contractée en début 2023, entraînée par l'Allemagne. Au lieu d'une croissance de 0,1% au premier trimestre, parce que sur l'ensemble de l'année on prévoit 1%, mais au premier trimestre on avait obtenu 0,1%, le PIB de la zone euro s'est finalement contracté de 0,1%, selon l'estimation révisée jeudi par l'organisme Eurostat. Après un recul du même niveau au quatrième trimestre, les conditions d'une récession technique sont réunies. La zone euro, dont on a loué tout l'hiver la surprenante résilience, finit en réalité par voir son économie reculer, alors que la plupart des économistes ne cessent depuis des mois d'annoncer une récession aux États-Unis qui ne vient toujours pas. Alors peut-être qu'elle ne vient pas aux États-Unis et qu'effectivement on était nombreux à penser qu'elle allait venir. Enfin, moi je ne me suis pas engagé là-dessus, mais que beaucoup d'économistes venaient là-dessus. Mais sur l'Europe, on avait été très clair, hein, la plupart des économistes, moi y compris, là pour le coup, on avait dit ça va être extrêmement chaud. Donc on ne s'est pas trompé. Eurostat s'est trompé. Christine Lagarde s'est trompée, toute la Commission européenne s'est trompée, Bruno Le Maire s'est trompé, bien sûr. Mais nous, on ne s'est pas spécialement trompé là-dessus parce qu'on voyait que tout était là pour nous faire rentrer dans la récession. Il n'y avait pas trop de doutes sur la façon dont ça allait se terminer, cette affaire. Donc là, au moins, les chiffres nous donnent raison. Cette correction statistique est tellement minime, alors ça c'est vrai, que Bert Collins, économiste chez ING, préfère décrire l'état actuel de l'économie comme une large stagnation. Mais non, mais il a raison. Enfin, moins 0,1 ou plus 0,1, on n'est pas capable vraiment d'être sûr des chiffres. Il faut attendre plusieurs mois pour arriver à une réalité parce que c'est très compliqué. C'est vraiment l'épaisseur du trait. Hein, c'est très difficile à décrire. D'autant que cette récession technique n'est guère perceptible sur le marché du travail, puisqu'on a un marché du travail qui continue à très très bien fonctionner, mais qui va se retourner. Moi, on peut me raconter ce qu'on veut. Je sais que le gouvernement aime bien nous dire qu'on a un taux de chômage à 7%, que c'est merveilleux, qu'on va aller vers le plein emploi à 5%. Ça, c'est pipeau. On va déjà réintégrer les personnes au RSA qui n'étaient pas à Pôle emploi. Oui, parce qu'il y a des gens au RSA qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Les gens, ils recherchent tellement du boulot qu'ils ne s'inscrivent pas à Pôle emploi. Bon, mais je ne veux pas accabler les gens du RSA. Ce n'est pas une majorité, mais c'est un pourcentage extrêmement significatif. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir lu que c'est 40% quand même, hein, des gens au RSA qui ne sont pas à Pôle emploi. Je me trompe peut-être, si je me trompe, dites-le dans les commentaires, mais il me semble que c'est 40%. Donc déjà, vous allez réintégrer cela dans les chiffres du chômage, vous allez voir à quel point ils vont commencer à remonter. Et puis si on prend l'ensemble du halo du chômage, c'est-à-dire ceux qui sont au chômage et ceux qui travaillent, mais ils travaillent 5-10 heures par semaine, ils aimeraient travailler plus, seulement ils ne trouvent pas d'emploi, là on est à 16 millions de personnes, donc on n'est plus du tout à 7% de taux de chômage. Ce qui est normal, vous avez une récession, on voit que les entreprises ont beaucoup de mal, qu'il y en a qui ferment, qu'il y en a qu'on interdit d'ouvrir, comme le DUF qui n'a pas pu ouvrir son usine en Bretagne, parce qu'il y a trop d'emplois en France.
Et donc on voit quand même que c'est très très compliqué pour les entreprises. C'est normal que ça émaille aussi pour les salariés, hein. Donc les chiffres du chômage qu'on nous donne sont probablement faux. Je ne dis pas qu'ils sont truqués, hein, mais je dis que soit ils sont faux parce que, comme les gens au RSA là, qui n'étaient pas inscrits à Pôle emploi, alors là, enfin déjà, moi ça me paraît complètement dingue, mais on a là déjà des chiffres qui montrent que les 7% ils ne sont pas justes. Et puis en plus, vraiment tous les indicateurs économiques, vous avez une hausse dans le BTP de 49% des faillites. Moi, je ne vois pas comment ça ne peut pas avoir des conséquences sur le chômage. Donc vous, si vous voyez, dites-le moi, ou alors peut-être dites-moi si vous pensez que les chiffres sont truqués, parce que vraiment, on a des choses qui vont pas, qui ne tiennent pas la route. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit là, si vous voulez. Vous avez une récession, donc moins 0,1%, on peut appeler ça une stagnation si on veut. De toute manière, la population active augmente, donc même en cas de stagnation, vous ne devriez pas avoir un marché du travail qui se porte bien. Techniquement, c'est pas possible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a un décalage, ce qui est possible, soit il y a des chiffres truqués. Et honnêtement, hein, quand on voit, je redis 40%, peut-être que je me trompe. Hein. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Mais des membres, des gens qui ont le RSA qui ne sont pas au chômage, on voit bien que le chiffre de 7%, il ne tient pas une seconde dès qu'on regarde un tout petit peu les chiffres, quoi. Paradoxalement, cette baisse du PIB, c'est en effet, c'est vraiment des gouvernements de la... Je suis désolé, je m'arrête 2 secondes parce que c'est des trucs qui m'énervent. C'est vraiment des gouvernements de la parole, vous voyez. On a des gouvernements qui nous disent le chômage, tout va bien. Regardez, on a des super chiffres. Mais vous, quand vous regardez un tout petit peu plus au fond, vous voyez que soit on est en stagnation, soit on est en récession. C'est-à-dire, on ne sait pas si on est à plus 0,1 ou moins 0,1, mais de toute façon, c'est soit stagnation, soit récession. Vous voyez qu'il y a des entreprises qui font faillite. Vous voyez que le nombre de faillites dans le BTP a augmenté de 49%. Sur l'ensemble des métiers de l'immobilier, je crois qu'on est à plus 82%, ou ces agences immobilières plus 82%. Donc, fatalement, ces gens-là, ils sont quelque part, si vous voulez. Oui, donc en fait, ces chiffres du chômage sont faux, mais on va vous annoncer que ça va bien sur le chômage. Vous voyez, c'est comme on vous annonçait il y a peu de temps pour l'usine de batterie dans le Nord, là, près de Dunkerque. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et en fait, ils sont tout contents, ils y vont, les ministres, avec leurs écharpes, avec tout ce qu'ils peuvent pour dire que c'est beau, etc., des batteries de journalistes. Ils vous disent c'est merveilleux, etc. Les journalistes font des photos, ils disent ah regardez c'est merveilleux, c'est fantastique, on a créé 20 000, on va créer, parce que tout de suite on en a créé 800, mais on va créer à terme 20 000 emplois dans le Nord. Et dès que vous vous renseignez auprès des syndicats et des patrons, hein, les deux, la CGT et les patrons, ils vous disent oui ok on va créer à terme en 2030 peut-être 20 000 emplois, mais on va en détruire 50 000. Pourquoi ? Parce que la voiture électrique, ça a besoin de beaucoup moins d'emplois que la voiture thermique. Donc, on ne crée pas 20 000 emplois, comme nous dit le gouvernement et nous dit le ministre, pour se pousser un peu du col et dire à quel point il est merveilleux. On en détruit 50 000. 2 fois plus. Et on n'a pas à se réjouir des chiffres. Et l'industrialisation, on voit le DUF, on est censé réindustrialiser la France, on voit le DUF qui a été obligé d'abandonner son usine, il avait un projet d'usine, plus 250 millions d'injecter, je crois, 500 emplois en Bretagne. À cause de quelques écologistes, il est obligé d'abandonner son projet. Parce qu'il faut plus de 10 ans pour construire une usine en France. Et pourtant, le maire s'était impliqué en octobre dernier. Mais l'implication du ministre de l'économie ne suffit pas. Ou alors il n'a rien foutu, il a juste dit qu'il s'impliquait, c'est aussi possible. Mais lui avait annoncé qu'il s'impliquait pour que le DUF puisse construire son usine. Eh bien, malgré ça, le DUF, là, a dû jeter l'éponge en disant « Non, mais ça va pas, il faut plus de 11 ans pour créer une usine. » Je crois que c'est 11 ans le temps. Pour créer une usine en France, si vraiment la justice fait bien son boulot, moi, on me dira uniquement donc il avait commencé en 2017, on me dira uniquement en 2029 si j'ai le droit de construire, 2027 si j'ai le droit de construire mon usine, si j'ai le droit. Je ne peux pas continuer comme ça, je vais au Portugal. Au Portugal, c'est, je sais plus, mais c'est 2 ans, oui, c'est 2 ans la construction d'une usine. 11 ans en France, 2 ans. Donc en fait, ces gens, donc quand vous parlez de réindustrialisation, vous faites marrer tout le monde, c'est pas vrai.
Et donc on a des chiffres, c'est des gouvernements de la parole. Les mecs, ils font que parler, ils vont se faire prendre en photo pour dire je vais sauver le DUF, et puis le DUF, au bout de 8 mois, il voit bien que ça change rien, donc il dit je me barre. Ils vont se faire des photos là pour les usines, pour les usines de batteries. Et quand vous interrogez la CGT et les patrons, eh bien vous voyez qu'en fait ça va détruire 2 fois plus d'emplois qu'il y en aura de créés. Mais évidemment le ministre il parle que des emplois créés. J'entendais récemment Bernard Arnault qui parlait de Saclay, vous savez le fameux endroit là près de Polytechnique. Bernard Arnault avec LVMH il voulait construire un centre de recherche à cet endroit-là. Il y a eu des écologistes. Et puis il y a eu des manifestants, on a dit non mais il faut mieux que ce soit l'État. Bon bah le résultat, Bernard Arnault il est parti avec LVMH et je crois que c'était 100 millions qu'il voulait investir. Il est parti, il a dit bah je vais faire ça ailleurs, c'est pas très grave. Et le résultat, bah, aujourd'hui c'est juste une plaine avec des grenouilles. L'État il a rien foutu. Donc on a dit partez l'entreprise, la méchante entreprise capitaliste qui veut construire un centre de recherche en droit, barrez-vous. Ok, il est parti, et résultat, bah, vous avez un champ avec des grenouilles. Donc c'est énervant, vous voyez, parce que vraiment, on fait tout pour être en récession. On fait tout, vous verrez tout à l'heure l'Allemagne, j'en parlerai, mais on fait tout ce qu'on peut pour être en récession. Excusez-moi. Mais quelquefois, il faut que ça sorte. Elle n'est guère une surprise non plus au vu de l'entrée de l'Allemagne en récession. C'était de là quoi. Non, c'est la page qui a dû se rafraîchir. Ou moi qui ai mal agi avec ma souris. Tac. Donc la zone euro et voilà, dont sont des faits cités, bah, en fait ça donne rien. Là on est sur la taxation, excusez-moi, voilà. Paradoxalement, cette baisse du PIB s'est en effet accompagnée d'un dynamisme renouvelé de l'emploi, une hausse de 0,6% au premier trimestre dans la zone euro, où le taux de chômage reste à son plus bas niveau historique. Moi, il faut qu'on m'explique, encore une fois, il faut qu'on m'explique comment il peut y avoir plus de faillites, comment il peut y avoir, on parlera de l'Allemagne, les entreprises qui se barrent d'Allemagne, comment on peut avoir tous ces dégâts, mais que le chômage, lui, il va de mieux en mieux, il y a de plus en plus de création d'emplois. Moi, je veux bien, mais alors, il faut vraiment m'expliquer, chiffre à l'appui, comment c'est possible. Soit c'est truqué, soit c'est juste un effet, un effet temporaire, et ça va repartir à la hausse vite fait. Si vous avez, vous, une explication, donnez-la moi, parce que je trouve ça vachement intéressant de comprendre que les entreprises sont toutes en train de se casser la figure, qu'on est en récession, que les défaillances d'entreprises se multiplient en France, qu'il y a une véritable inquiétude en Allemagne sur les industries qui sont en train de délocaliser, mais qu'en même temps, on a de plus en plus d'emplois. Moi, ça m'intéresse parce qu'au point de vue économique, ça doit être une sacrée découverte. Là, il y a un prix Nobel à gagner. Franchement, il y a un prix Nobel à gagner là-dessus. Elle n'est guère non plus une surprise, elle n'est guère une surprise non plus, au vu de l'entrée de l'Allemagne en récession, annoncée fin mai, avec un recul cumulé de 0,8%, de 0,8 points de PIB sur 2 trimestres. Quand le moteur tousse, c'est la zone euro qui se grippe. Alors pourquoi l'Allemagne se grippe ? Pourquoi l'Allemagne se grippe ? Eh bien, vous allez être surpris. Regardez. Donc c'est l'usine nouvelle. C'est dans l'usine nouvelle. Il y avait un article, je n'ai pas voulu faire un article spécial Allemagne, mais attirés par les coûts de l'énergie et des subventions généreuses, certaines entreprises allemandes délaissent leur territoire au profit de l'Amérique du Nord. Attirés par les coûts de l'énergie. Déclin inexorable ou simple effet d'aubaine ? La question inquiète outre-Rhin alors que le pays est rentré en récession au premier trimestre. Coût de l'énergie. Quand je vous dis que l'économie c'est de l'énergie transformée et qu'avec ces bêtises d'embargo chez les Russes, le gaz, ces bêtises d'embargo chez les Russes qui empêchent de vendre le pétrole et le gaz directement
et qui les oblige en fait à vendre à l'Inde qui après nous le vend avec une marge. Ce qui fait que les coûts de l'énergie ont beaucoup augmenté. Ces bêtises écologiques des Allemands qui font qu'ils ont arrêté leurs centrales nucléaires pour avoir uniquement de l'éolien, mais que du coup ils sont en train de faire marcher des usines à charbon et de recommencer à avoir des mines à charbon pour essayer d'avoir suffisamment de charbon et de polluer toute la planète. Ils sont aussi obligés d'avoir des centrales au gaz qu'ils remettent en marche, des centrales au pétrole qu'ils vont acheter en Inde maintenant, puisqu'ils l'achètent plus directement. Ces bêtises qui font que le gaz russe, au lieu de l'attirer par pipeline, alors maintenant, un pays, maintenant je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas les Russes, hein, donc on ne sait pas trop si c'est les services secrets. Le Washington Post dit que c'est l'Ukraine qui a fait exploser le pipeline. Et puis j'avais fait un autre article sur un prix Pulitzer, donc un journaliste voilà, qui a quand même eu le prix Pulitzer, donc pas un rigolo, qui disait que c'était probablement les États-Unis qui avaient fait sauter le pipeline. Et le Washington Post, lui dit que c'est les Ukrainiens en ayant prévenu les États-Unis qu'ils allaient le faire. Bon, voilà, pour l'instant il y a une enquête, je ne peux pas aller plus avant, mais on voit bien que, effectivement, en n'achetant plus le gaz aux Russes, en n'ayant plus le moyen d'acheminer le gaz des Russes, on est obligé de l'acheter en partie aux États-Unis, qui nous le vendent extrêmement cher. Et l'Allemagne, le résultat pour l'Allemagne, eh bien, c'est que les entreprises sont en train de partir, ils délaissent leur territoire au profit de l'Amérique du Nord, des États-Unis. Le coup de semonce est venu de BASF, je vous en avais parlé. BASF, c'est un énorme chimiste allemand, c'est très très gros BASF. Sur son site historique de Ludwigshafen, Rhénanie-Palatinat, où il était installé depuis 158 ans. Il était installé là-bas depuis 158 ans. Le chimiste va fermer plusieurs unités, dont l'une dédiée à l'ammoniac, devenue plus rentable à importer qu'à produire en Allemagne. Une décision que le patron de BASF, Martin Brundermüller, a justifiée par l'explosion des coûts de l'énergie. Les coûts de l'énergie. Pour le seul site de Ludwigshafen, les coûts pour le gaz naturel se sont élevés à 1,4 milliard d'euros en 2022. Vous vous rendez compte, cette boîte, elle a payé 1,4 milliard d'euros de gaz. En 2022, tu m'étonnes qu'ils délocalisent à un endroit où c'est moins cher. Donc, c'est là. Cette entreprise, donc 158 ans, hein, et elle a payé 1,4 milliard d'euros de gaz en 2022. Donc en fait, vous voyez, c'est ça, hein, l'électricité, il n'y a pas de... vous voyez, le géant allemand BASF, il délocalise des unités. Il est là-bas depuis 158 ans. Hein. Il délocalise des unités de production aux États-Unis. Pourquoi? Le prix du gaz. Pourquoi le prix du gaz augmente? À cause des imbéciles qui sont allés déclarer à Poutine qu'ils ne voulaient plus acheter son gaz. Et puis de ceux qui ont fait sauter le pipeline, enfin Nord Stream, mais voilà la raison. Et du coup, on l'achète ailleurs, plus cher, notamment aux États-Unis. Et du coup, les usines se barrent. Et quand je disais, et puis il y a la folie de l'éolien pour remplacer le nucléaire, quand je disais que c'était hyper important, qu'il y avait des gros problèmes sur l'énergie et que ça allait nous conduire droit dans le mur, ça y est, les Allemands, ils y sont. Et ils sont en train d'entraîner toute l'Europe. Alors tout d'un coup, là, j'ai vu que Bruno Le Maire trouvait que le nucléaire, c'était bien. Hein. Alors, il faut quand même se rappeler que ces gens-là, il y a encore 12 mois, ils voulaient fermer les centrales nucléaires. Hein. Bruno Le Maire, à titre personnel, je ne sais pas, mais Borne et Macron voulaient fermer les centrales nucléaires. 14 réacteurs. Ils voulaient fermer 14 réacteurs. Il y a un an. Aujourd'hui, Bruno Le Maire nous dit non mais le nucléaire c'est pas négociable, la France est à fond dedans. Bon, ok, ils ont changé d'avis en un an. Ils auraient dû m'écouter il y a 2 ans, comme ça ils auraient tout simplement pas fermé Fessenheim. Mais ces gens sont des idiots en fait. Ou plutôt je crois que c'est des gens qui n'ont aucune conviction. Et qui s'en foutent. Bruno Le Maire qui vient de dire que le nucléaire c'est hyper important pour la France et qu'elle ne fera pas de concessions là-dessus, c'est à mourir de rire, quoi.
Parce que vraiment, c'est un changement à 180 degrés de la France. C'est un petit peu agaçant de voir ça. Donc vous voyez pourquoi on rentre en récession, pourquoi l'Allemagne est en récession, uniquement à cause de décisions politiques. Uniquement pour ça. L'augmentation du prix du gaz dont parle BASF, c'est uniquement une décision politique. Faire l'embargo. Que ça. C'est aussi l'éolien au lieu du nucléaire. Mais ça, c'est une décision politique. Il n'y a aucune justification à le faire. Surtout quand vous êtes obligé d'ouvrir des mines de charbon. Et des centrales à charbon. Je rappelle qu'une centrale à charbon, une seule centrale à charbon allemand, ça pollue plus que tout le transport aérien français, que ce soit national ou international. Donc vous, on vous interdit de faire des vols de 2 heures pour aller à Marseille, par exemple. On vous interdit de voler Paris-Marseille, c'est interdit. Hein. Par contre, l'Allemagne, elle peut rouvrir ses centrales. Ça pollue quand même nettement plus qu'à Paris-Bordeaux ou à Paris-Marseille, une centrale à charbon. Hein. On paye vraiment les âneries de ces gens-là, je trouve. Bon, enfin, allez, excusez-moi, c'est pas le sujet de la vidéo, mais franchement, je vois que les chiffres me donnent raison. Ouais, ils sont très clairs, les chiffres. Ce que j'aimerais, c'est que maintenant les gouvernants regardent les chiffres avec clarté et comprennent ce qu'on dit. Acceptent qu'on avait raison et que eux avaient tort. Et qu'il faut absolument changer de position pour y arriver. Si encore faire le blocage du gaz russe et du pétrole russe, ça avait la moindre incidence. Mais j'ai fait une vidéo hier ou avant-hier où je montrais qu'au contraire, la Banque mondiale disait que la Russie allait s'en sortir beaucoup mieux qu'elle ne l'avait prédit. Beaucoup mieux, avec une croissance l'année prochaine et cette année une toute petite récession de rien du tout. Ou même une petite croissance cette année, il me semble. Et ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que la Russie vend à l'Inde qui revend après à l'Europe en prenant une marge au passage. Donc c'est purement de l'idéologie. Si encore ça marchait, on pourrait justifier les choses, mais ça ne marche pas. C'est de l'idéologie. Quoi qu'en dise Bruno Le Maire qui trouvait que c'était extrêmement efficace les sanctions. Maintenant, tous les chiffres leur donnent tort. Ça serait bien qu'ils reviennent un peu sur leur position. Et c'est des chiffres qui ne font que confirmer ce que les économistes un peu de bonne foi avaient vu et avaient dit. Parce que la récession, ça va vous impacter, mais durement, quoi. Parce que là, le chômage, on a beau nous dire, ouais, vous en faites pas, on est à 7% de chômage. La France s'est jamais portée aussi bien sur le chômage. Quand les vrais chiffres vont arriver, quand la récession va toucher le chômage, à ce moment-là, vous allez voir un peu ce que ça donne. Et c'est notre revenu, c'est le revenu de nos enfants qui est en jeu. Donc ça serait bien qu'ils arrêtent l'idéologie, qu'ils regardent juste les chiffres. Sans l'Allemagne, on ne serait pas en récession. On serait aussi dans le poil d'augmentation, quoi. À 0,1, c'est-à-dire qu'on serait même chose dans la stagnation. Sans l'Allemagne, on ne serait pas en récession, affirme Gilles Moec, chef économiste d'AXA IM. C'est un signal d'alarme pour l'Allemagne, dont le modèle est en panne. Il n'est pas en panne, c'est juste que vous avez fait n'importe quoi sur l'énergie. L'Allemagne, vous réglez votre problème d'énergie. C'est simple, hein. Vous rouvrez les centrales nucléaires que vous avez fermées, vous recommencez d'acheter le gaz aux Russes. C'est très simple. Et c'est reparti. Elle fait moins bien que la France. Alors vous allez voir, la France, c'est pas merveilleux non plus. Ou l'Italie, oui, l'Italie c'est mieux. Sur la demande intérieure, et moins bien que l'Espagne et ou l'Italie sur les exportations, avec un recul de ses parts de marché en Chine. Conséquence, les commandes industrielles sont à la peine. L'activité de l'Allemagne reste inférieure à son niveau d'avant la pandémie. Mais oui, parce que vous faites n'importe quoi, parce que vous êtes des idéologues. Je le redis encore une fois, le ministre allemand de l'économie, qui est un vert, hein, son étiquette politique c'est vert, il est ministre allemand de l'économie, il est venu annoncer publiquement que cet hiver, l'Allemagne allait rouvrir ses vieilles centrales à charbon. Les plus vieilles. Celles qui polluent bien comme il faut. Pourquoi ?
Bah, on n'a pas assez d'énergie, mon gars. Les éoliennes, ça marche pas, mon gars. Voilà pourquoi. Et c'est le ministre vert de l'économie qui est un vert qui va annoncer ça. Et au lieu de dire, bon, en fait, on s'est planté, il faut qu'on remette le nucléaire, il faut qu'on remette nos centrales en route parce qu'on a fait une bêtise. Non. On va ouvrir nos vieilles centrales à charbon qui polluent, mais monstrueusement, quoi. Monstrueusement. Et eux, ils se prétendent verts. Hein, nous, on est verts, on pense bien. Regardez, on a l'étiquette, on est vert. On pense bien. Moi, je pense mal, mais je pense que je serai nettement plus vert que vous. Autre perturbation statistique, l'Irlande a revu son PIB fortement à la baisse, avec un recul de 4,6% au premier trimestre, après une croissance insolente de 12% en 2022. Les yo-yo du PIB irlandais reflètent de façon disproportionnée les manipulations comptables des multinationales qui y ont leur siège. Il faudra un jour regarder précisément ce qui se passe en Irlande parce que il y a un truc très très étonnant en Irlande. Voilà, je n'arrive pas personnellement à savoir si c'est un pays qui se porte bien ou un pays qui se porte mal. C'est très difficile à savoir avec l'Irlande. A l'inverse, c'est l'Europe du Sud qui affiche son plus fort dynamisme. Le Portugal, plus 1,6% au premier trimestre. Ça, c'est top. L'Espagne, plus 0,5%, c'est pas mal. C'est pas merveilleux, mais c'est pas mal. Et l'Italie, plus 0,6%. Devrait poursuivre sur cette lancée grâce à une saison touristique estivale très bien engagée. D'autres pays pourraient au contraire connaître de nouveaux reculs de leur activité. La France tire son épingle du jeu avec une croissance de 0,2% entre janvier et mars. Alors je le redis, la dynamique n'est pas folichonne. La Banque de France attend à plus 0,1 au deuxième trimestre. Alors, je le redis, plus 0,1, plus 0,2 ou moins 0,1, moins 0,2, c'est kiff-kiff. Kiff-kiff, c'est à peu près la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable d'avoir vraiment quelque chose de qualité après la virgule. Enfin, si, plus 0,5, ça commence à être bon, mais si vous voulez, après, c'est la marge d'erreur statistique. Donc, on n'arrive pas vraiment à le savoir. On le sait très longtemps après, ça va être revu dans 1 an, dans 2 ans, ces chiffres. Et là, on aura quelque chose de plus complet. Mais pour l'instant, on n'est pas capable de le dire. Quand on vous dit plus 0,1, on vous dirait 0, on vous dirait moins 0,1, ça serait exactement la même chose. Donc la France, elle est à 0, elle est en stagnation. Et donc, on va venir m'expliquer, on va venir m'expliquer comment on fait pour avoir un chômage qui baisse en étant en stagnation. Moi, j'aimerais, parce qu'il y a de plus en plus d'actifs. Donc techniquement, le chômage doit monter. Donc venez m'expliquer, à mon avis, une partie est liée au RSA, les fameux X% du RSA qui n'étaient pas inscrits à Pôle emploi et qui donc forcément ne rentrent pas dans les statistiques du chômage. Emmanuel Macron devait les aimer, cela. Continuons. La persistance, atterrissage à visibilité réduite. La persistance de la flambée inflationniste explique ce décrochage européen. La même chose, l'inflation, c'est uniquement dû à nos dirigeants. L'inflation, alors, selon les économistes, mais elle a 2 sources. C'est soit la planche à billets de la BCE, moi c'est plutôt ma réflexion, planche à billets de la BCE, ça crée de l'inflation, là-dessus il n'y a pas de doute. Deuxième chose qu'évoquent d'autres économistes, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. À quoi ils sont dus, l'augmentation des prix de l'énergie ? Aux gens qui nous dirigent, ceux qui ont voulu arrêter le nucléaire en France et qui l'ont complètement arrêté en Allemagne, ceux qui aiment bien les moulins à vent là, qui sont censés produire de l'énergie, mais où on est obligé de rajouter des centrales gaz, des centrales thermiques d'une manière générale, en comprenant aussi du charbon, c'est dû à tout ça, l'augmentation du prix de l'énergie. Donc, la flambée persistance inflationniste, c'est leur faute. Qui n'a pas vu l'inflation au début alors que je la dénonçais, alors que beaucoup d'économistes, je ne veux pas me mettre toujours en avant, mais beaucoup d'économistes la dénonçaient en disant qu'elle allait arriver, qu'elle était proche. Christine Lagarde, la patronne de la BCE, n'a pas voulu la voir l'inflation et donc n'a pas corrigé les choses. Même quand la Fed a accepté de la voir enfin après 4 mois de retard, Christine Lagarde a dit non, mais c'est pas vrai, c'est temporaire.
Et nous, on disait non, c'est pas temporaire, faites-le maintenant. Et il a fallu attendre 6 mois pour qu'elle se décide. Résultat, vous avez une inflation qui a eu le temps de bien s'ancrer et qui a eu le temps de bien augmenter. Si on agit dès le début, c'est moins cher, c'est moins lourd. Donc ça aussi, on le doit à nos bons technos, là, aux champions qui nous gouvernent. La hausse des prix a pesé sur le pouvoir d'achat et déprimé la consommation depuis fin 2022. A l'inverse, l'hiver relativement doux a permis d'éviter la crise énergétique tant redoutée. Ça a été plutôt une bonne chose. Et le soutien, mais on espère que le prochain hiver soit doux aussi. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va peut-être pas prier tous les hivers pour que ce soit doux. Hein, jusqu'au moment où il va y avoir un hiver froid et où ça va devenir très compliqué. Gouverner, c'est prier, vous savez, c'est un peu ça chez eux. Hein. Gouverner, c'est prier. Voilà. Alors, on espère qu'il ne fera pas froid cet hiver. Non, mais nom d'un chien. Et le soutien budgétaire des États aux ménages d'atténuer l'ampleur du choc avec un recul plus violent de l'activité. Mais le soutien budgétaire, je suis désolé, le journaliste du Figaro, mais le soutien budgétaire des États, ça crée de l'inflation. Voilà. Hein, donc, c'est bien, ils donnent de l'argent, tout le monde remercie, merci l'État, mais ça crée de l'inflation. Ça ne fait qu'augmenter l'inflation. C'est un peu le pompier pyromane dans ce cas-là. Cet atterrissage à visibilité réduite n'a rien de surprenant selon Gilles Moec, alors que la politique monétaire s'est durcie au-delà de ce qui avait été envisagé. On verra. Oui, ça s'est beaucoup durci, mais je ne suis pas persuadé que ce soit suffisant, mais on verra. Il est le résultat logique de la hausse des taux à marche forcée pratiquée par la Banque centrale européenne depuis près d'1 an. Une récession légère, sans bain de sang sur le marché de l'emploi, est même, sans doute, le but secret recherché par les grands argentiers. Il ne faut pas les grands argentiers, donc les patrons des banques centrales, soyons clairs, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait, mais complètement n'importe quoi. On s'est tapé l'inflation principalement grâce à eux. Alors, ne leur demandez pas de venir apporter le remède, s'il vous plaît. Ne leur demandez pas de venir apporter le remède. La meilleure chose qu'on ait à faire à la BCE, c'est de virer tout le monde, absolument tout le monde, et de mettre un ordinateur à la place. Un ordinateur très, très simple. Un basique, un des premiers IBM qui ait pu exister. Un truc ultra basique qui ferait un seul calcul. Le taux d'inflation est de temps, le chiffre de l'emploi est de temps, mon taux directeur est de temps. Point. Aucun autre calcul, c'est tout. Taux d'inflation, taux de chômage, taux directeur. C'est hyper simple. Hein, avec une calculatrice Casio des années 80, je peux vous faire le calcul. C'est ultra simple. On a besoin juste de ça. Comme ça, tout le monde peut anticiper ce qu'ils vont faire. Tout le monde sait comment ça va se passer. Et donc, tout le monde peut adapter son comportement économique à ça. Tant que vous aurez des grands débiles qui pensent qu'ils mènent le monde en racontant des phrases que personne ne comprend et qu'eux-mêmes ne comprennent pas, tant que vous aurez des grands débiles qui vous disent non, il n'y a pas d'inflation, puis 4 mois après vous disent oui, il y a une inflation, mais elle ne sera pas persistante, et puis 6 mois après vous disent bon, ok, l'inflation est là, elle est persistante, je vais commencer à me réveiller, ça ne marchera pas. Si vous aviez eu une calculatrice Casio des années 70-80, vous auriez réglé le problème de l'inflation immédiatement. Immédiatement. C'est parce que vous avez des grands argentiers, et j'allais dire qu'ils sont là parce qu'ils sont les copains des dirigeants, mais je ne vais pas le dire parce que ça pourrait peut-être m'entraîner en justice, mais c'est parce que vous avez des grands argentiers qui sont absolument nuls et qui se croient brillants qu'on est dans la situation où on est. C'est parce que vous avez des chefs d'État qui sont absolument nuls et qui ne pensent qu'à une chose, c'est faire croire qu'ils sont des gens bien, qu'on est dans l'état où on est.
Si BASF se tire d'Allemagne, c'est uniquement à cause des dirigeants allemands. Si l'industrie allemande est en train de se barrer, c'est uniquement à cause des Verts. Uniquement. Et ça sera exactement la même chose en France. Si Leduf n'a pas pu construire son usine en Bretagne, c'est uniquement à cause de prétendus Verts qui sont en fait des pastèques, verts dehors, rouges à l'intérieur, des anciens cocos qui n'osent pas assumer leur rôle, qui l'ont empêché de le faire. C'est uniquement ça. Et il y a eu 500 emplois de moins en Bretagne. 250 millions d'investissements en moins. Est-ce qu'on a les moyens de se passer de ça? Donc ne demandez pas aux gros argentiers de venir nous sauver, ils en sont incapables. Demandez-leur de ne plus rien faire, de prendre une calculatrice Casio, virez tout le monde. Mettez un petit comptable de banlieue avec une calculatrice Casio, ça suffira. Et encore un comptable, un lycéen. Un lycéen, 3 taux, c'est un calcul hyper simple. Il devrait y arriver. Mais ne demandez pas aux gros argentiers de sauver une situation, alors c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Ça ne peut pas marcher. S'ils y arrivent, ce sera un miracle, et en fait, ça sera uniquement l'économie qui se sera redressée toute seule, et eux qui en tireront les bénéfices et diront « Regardez comme je suis beau ». En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, désolé si je me suis emporté. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.